Alors, la date de cette conférence et le thème, donc le Green Deal, n'ont pas du tout été organisés et préfigurés en ce sens, mais aujourd'hui, le 22 avril, c'est la journée de la Terre. Donc, entre guillemets, ça tombe bien, si on peut dire, puisque donc, pour les Nations Unies, c'est la journée internationale de la Terre, donc la protection de la Terre, la protection de l'environnement. On a également une actualité brûlante dans la mesure où Copernicus, l'agence européenne de surveillance du climat, a donc publié un rapport qui nous explique que l'année 2021 est l'une des 7 années les plus chaudes depuis que les températures de la Terre sont relevées. Aujourd'hui, on a 1,1 degré Celsius de réchauffement climatique par rapport à l'ère pré-industrielle. Le plafond fixé par l'accord de Paris de 2015, vous le connaissez tous, je vais le rappeler, c'est 2 degrés au maximum, c'est le plafond, mais si possible, 1,5 degré. Voilà. Et donc, on a cette actualité brûlante. S'agissant de la guerre en Ukraine, puisque c'est l'autre grand thème de l'intervention, on en est au 58e jour de guerre, bientôt 2 mois de guerre, 2 mois qu'a eu lieu donc l'invasion russe en violation de tous les principes fondamentaux du droit international, comme Hugo Flavier a pu l'expliquer il y a un instant et comme cela vous a été expliqué lors de conférences précédentes également, dans le cadre de ce cycle. Alors, Green Deal et guerre en Ukraine, ces deux termes, accolés ainsi, m'évoquent quelques épisodes historiques. Alors, le Green Deal, évidemment, c'est bien sûr une référence au New Deal de Franklin Delano Roosevelt, qui a été donc recyclé, si je puis dire, s'agissant de protection de l'environnement, c'est quand même plutôt bienvenu, recyclé par la gauche du Parti démocrate américain, et notamment par la voix de l'une de ses égéries. Alors, je vais me lancer, mais je ne dirai qu'une fois, Alexandra Ocasio-Cortez, voilà, donc, qui est l'une des ferventes partisanes de cette approche. Le président Biden, lui, a endossé la plupart des mesures, mais pas l'appellation. Voilà, et donc, on l'a reprise en Europe à travers donc, la commission donc, issue des dernières élections européennes de 2019, dirigée par Madame Ursula von der Leyen, donc ancienne ministre allemande de la Défense aussi d'ailleurs, qui est familière aussi de ces questions. Donc de géostratégie que nous allons évoquer également à travers la question environnementale dans quelques instants. La guerre en Ukraine, par les réactions qu'elle suscite en Europe, et notamment s'agissant du Green Deal, m'amène à penser, je ne suis pas le seul, hein, je ne prétends pas avoir la paternité de cette idée, mais qu'en fait, Vladimir Poutine, toutes choses égales par ailleurs, hein, je fais preuve de précautions oratoires, mutatis mutandis, comme on dit en droit, joue un peu là, par rapport à cet épisode dramatique de l'invasion de l'Ukraine, un peu le rôle qu'a pu jouer Staline en son temps, puisque quand on parle de la création de l'Union européenne, on pense toujours à ce couple mythique, Jean Monnet, Robert Schuman. En fait, c'est un ménage à trois, si je puis dire, puisque de nombreux auteurs, juristes, historiens, etc., considèrent que en fait, la peur de l'URSS dans les années 50, en pleine guerre froide, avait été un puissant moteur de rapprochement entre les États européens. Et encore une fois, mutatis mutandis, toutes choses égales par ailleurs, Poutine n'est pas Staline. Donc, la crainte suscitée par la politique agressive de la Russie depuis le 24 février dernier, mais on pourrait remonter effectivement à 2014, on pourrait même remonter à 2008, hein, demander à nos amis géorgiens ce qu'ils en pensent. On pourrait demander aussi aux Tchétchènes, même si pour le coup, là, c'était dans le cadre de la Fédération de Russie. Donc, on a ce rôle joué par Poutine qui fait peur aux Européens, qui fait peur à la communauté internationale et qui a favorisé des mesures adoptées par l'Union européenne, notamment dans le cadre du Green Deal, mais pas seulement, qui avaient eu du mal à être adoptées préalablement, qui ont vu donc leur adoption facilitée par ce climat de crainte, d'interrogation, d'inquiétude par rapport à l'attitude de la Russie. Boris Cyrulnik nous disait encore il n'y a pas longtemps, je sais bien qu'il n'est pas juriste, pas forcément obligé d'être
cantonné à ce que disent les juristes, pour mieux revenir au droit d'ailleurs après, qu'il ne fallait pas essayer de comprendre la façon de penser de Vladimir Poutine. Donc il y a un énorme point d'interrogation. Et donc, la guerre en Ukraine a favorisé un approfondissement de l'Union européenne à différents titres, dans un contexte géopolitique donc complètement inédit depuis la Seconde Guerre mondiale. Et donc, ça tombe bien, si je puis dire, évidemment, avec d'énormes guillemets, parce que Madame Ursula von der Leyen considérait que la commission qu'elle préside devait être une commission géopolitique. Alors pour le coup, là, on est en plein de questions géopolitiques, géopolitique de l'énergie, géopolitique de l'environnement, puisque ce qui est assez ironique, c'est qu'à l'automne 2019, on a plusieurs think tanks, plusieurs centres de recherche, comme l'Institut Jacques Delors ou Jacques Bruegel, qui ont publié des études sur le Green Deal et qui considéraient que ce Green Deal avait vocation à révolutionner les priorités géopolitiques de l'Union européenne. Évidemment, c'était bien avant l'invasion de la Russie l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Donc ici, on a en fait un schéma circulaire, puisque le Green Deal a vocation à révolutionner les priorités géopolitiques de l'Union européenne, mais en sens inverse, le bouleversement géopolitique majeur constitue l'invasion de l'Ukraine par la Russie, constitue un bouleversement géopolitique majeur qui a des répercussions sur le Green Deal. Et le point commun qu'il y a également entre ces deux thèmes, c'est aussi la question des limites. S'agissant du Green Deal, c'est la question de la finitude de la Terre, de la finitude des ressources de la planète. Je renvoie à ce que je disais il y a quelques instants sur le dernier rapport de Copernicus, mais on pourrait également bien sûr évoquer le dernier rapport en date du GIEC, qui avait été prix Nobel de la paix, co-prix Nobel de la paix d'ailleurs en 2007 avec Al Gore. On y reviendra un petit peu tout à l'heure sur ce prix Nobel de la paix dont l'Union européenne avait également été récipiendaire en 2012, pardon. Donc, question des limites de la Terre, question des limites aussi de la souveraineté. À l'évidence, la souveraineté ukrainienne est aujourd'hui remise en cause et aujourd'hui est confrontée à des limites. Ce qui pourrait évoquer quelque part, d'ailleurs là aussi, si on adopte une perspective longue, la doctrine Brejnev durant la guerre froide de la souveraineté limitée, qui était censée être allouée aux pays satellites de l'URSS, qu'on appelle aujourd'hui souvent sous le sigle Pays d'Europe centrale et orientale, PECO. Voilà. Donc, il y a une interrogation sur les limites de la souveraineté de l'Ukraine dans un sens, de la Russie dans l'autre. Et on va voir à travers ce propos que plutôt que d'avoir une conception de la souveraineté de manière solitaire, une souveraineté solitaire, eh bien, il faudrait peut-être de plus en plus faire advenir une souveraineté solidaire. Formulée pas de moi, de Mireille Bedelmas-Marty, je lui emprunte. Donc, on va le voir à travers cette question de la protection de l'environnement, du Green Deal, qui aujourd'hui subit les effets de cette approche basée juste sur la force de la part de la Russie, alors que l'Union européenne s'est constituée dès l'origine de manière ontologique sur l'idée que c'est le juste qui doit être fort et le droit, la puissance du droit, le règne du droit, la puissance de la norme sont les sous-bassements de la construction européenne. Alors l'Union européenne est-elle armée face à ce défi lancé par l'invasion russe et ses répercussions en cascade? Eh bien, en fait, pour schématiser, il y a un impact aujourd'hui que l'on peut considérer, que l'on peut caractériser comme étant ambivalent, voire ambigu. C'est-à-dire que, d'une part, l'invasion russe pourrait affaiblir le Green Deal, pourrait affaiblir plusieurs priorités du Green Deal. En sens inverse, l'invasion russe pourrait accélérer la mise en œuvre du Green Deal, l'application du Green Deal, donc de ce pacte vert proposé par la Commission européenne pour rendre l'économie européenne plus respectueuse du climat et de l'environnement. Alors, par rapport à cette question du Green Deal, j'ai choisi de retenir deux thèmes pour rester dans le cadre d'une intervention d'une durée raisonnable. Deux thèmes qui interrogent deux piliers du Green Deal. Le pilier énergétique,
la transition énergétique est l'un des piliers du Green Deal. Donc l'idée qu'on doit avoir un système énergétique qui doit progressivement substituer les énergies renouvelables, notamment par rapport aux énergies conventionnelles que sont les énergies fossiles. Et d'autre part, la transition agroécologique, transition vers un système agricole et alimentaire qui soit plus respectueux des équilibres naturels. Et bien, ces deux piliers du Green Deal sont concernés au premier chef par l'invasion russe en Ukraine, dans la mesure où, comme vous le savez, cette invasion russe de l'Ukraine a provoqué une hausse des prix de l'énergie, pose des questions en termes de sécurité énergétique, d'indépendance énergétique pour les pays de l'Union européenne. Et cette crise énergétique se dédouble d'une crise alimentaire, aujourd'hui surtout en termes d'accessibilité économique, en raison du surenchérissement du prix de certaines denrées alimentaires essentielles, comme par exemple le blé, dont la Russie et l'Ukraine sont de grands producteurs, sont d'importants producteurs. Et donc, il y a une hausse des prix faramineuse, puisqu'on a constaté que le prix de la tonne de blé avait été multiplié par 2,5. Ce qui, pour des pays d'ailleurs extra-européens, comme l'Égypte au premier chef, a des conséquences très importantes. Donc, on verra d'ailleurs que l'Union européenne, à travers le Green Deal, agit bien sûr cherche à agir au bénéfice de ses États membres, mais doit également tenir compte des États tiers, et notamment des États voisins, comme les États de la rive méridionale de la Méditerranée, du Machrek, du Maghreb notamment, comme on aura l'occasion de le voir un petit peu plus loin. Donc, deux aspects, deux dimensions du Green Deal qui sont interpellés par la guerre russe en Ukraine. Alors, tout d'abord, s'agissant donc de la question énergétique, on a ici une ambivalence, parce que est-ce que l'Union européenne va se focaliser sur l'indépendance, la sécurité énergétique, qui est un objectif louable en soi, bien évidemment, ou tenir compte aussi de l'impératif de transition énergétique. Donc, voilà, je reviens sur cette idée d'ambivalence, affaiblissement du Green Deal ou renforcement, accélération du Green Deal, donc vert clair ou vert foncé, si je puis dire. On oscille entre ces deux pôles. Aujourd'hui, il est trop tôt pour prendre position, mais clairement, ces deux tendances sont à l'œuvre aujourd'hui. Alors, la guerre en Ukraine a mis en lumière un élément que l'on connaissait déjà, mais que l'on avait un peu oublié, c'est la forte dépendance de l'Union européenne et de ses États membres à l'égard des énergies fossiles en général et des énergies fossiles provenant de Russie en particulier. L'Union européenne est très fortement dépendante des énergies fossiles, 97% pour le pétrole, 90% pour le gaz, 23% pour le charbon, et la Russie représente un partenaire commercial important s'agissant de l'approvisionnement énergétique. Alors, par rapport à cette dépendance aux énergies fossiles, il y a bien sûr un enjeu climatique, bien évidemment, puisque ces énergies fossiles contribuent largement au changement climatique, mais deviennent aujourd'hui un enjeu stratégique. Il y a un rappel à l'ordre. Il y a ici un rappel à l'ordre assez cuisant pour les dirigeants européens. Une dépendance, d'ailleurs, on pourrait élargir le propos par rapport à des pays qui sont nos fournisseurs d'énergie fossile, qui sont pour nombre d'entre eux des régimes autoritaires ou à tout le moins qui ont une conception assez particulière de la démocratie, il faut bien l'avouer, que ce soit bien sûr la Russie dont on parle aujourd'hui, mais que ce soit également les monarchies du Golfe, qu'elles soient pétrolières ou gazières, quand bien même se soucient-elles de sport et rachètent-elles des clubs en France. Ce qui fait écho un peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur Roman Abramovich et certains clubs de Londres. Donc, par rapport à ce rappel cuisant de la dépendance européenne par rapport aux énergies fossiles et aux énergies en provenance de Russie plus précisément, eh bien, l'Union européenne va essayer de se sevrer du gaz, du pétrole et du charbon russe. Mais le sevrage, ce n'est pas toujours facile, ça ne se fait pas toujours de manière immédiate. Et donc l'Union européenne a adopté le 8 mars dernier un plan RePower,
redonner du pouvoir littéralement, mais donc redonner la maîtrise de l'Union européenne de son approvisionnement énergétique, adopté donc le 8 mars dernier, qui comporte une série de solutions, un bouquet de solutions, un bouquet de mesures pour donc réduire progressivement la dépendance des pays européens à l'égard des énergies en provenance de nos amis russes. Alors, par rapport à ces mesures, on peut distinguer des mesures à court terme et des mesures à moyen terme, on peut l'espérer. J'espère qu'elles soient à moyen terme et pas à long terme. Vous comprendrez pourquoi je précise cela dans un instant. S'agissant des mesures à court terme, elles portent essentiellement sur l'offre aujourd'hui, sur l'offre d'énergie, c'est-à-dire que l'Union européenne cherche à diversifier ses fournisseurs. L'Union européenne se rend compte qu'elle a peut-être mis, peut-être pas tous ses œufs, mais beaucoup d'œufs dans le même panier. Il y a des œufs pour le coup pas bio, on est bien d'accord. Et donc, il va s'agir de réduire progressivement la dépendance à la Russie en démultipliant les fournisseurs, en recourant à d'autres fournisseurs de gaz, de pétrole, mais surtout de gaz. Donc, la Norvège, l'Algérie, par exemple. Donc, recourir aussi au GNL, au gaz naturel liquéfié qui nous vient des États-Unis. Recourir au charbon également pour compenser le retrait du gaz et du gaz russe plus précisément. Donc, par rapport à cette démarche qui consiste à diversifier des énergies qui, cela ne nous aura pas échappé, sont des énergies fossiles. C'est-à-dire, il s'agit de remplacer des énergies fossiles russes par des énergies fossiles américaines, entre autres, notamment, tout à fait, mais pas seulement, mais notamment, en effet. Alors, ça pose une question parce que tous les États membres de l'Union européenne ne sont pas dans la même situation compte tenu de leur bouquet énergétique. Tous les États membres de l'Union européenne ne sont pas dans la même situation, n'ont pas le même degré de dépendance par rapport à la Russie en tant que fournisseur d'énergie. Les pays d'Europe centrale et orientale sont particulièrement exposés. La Slovaquie, la Roumanie, la Hongrie. Ce qui est moins le cas, l'Allemagne aussi, quand même à 55%. Ce qui est moins le cas de la France, qui a beaucoup moins besoin du gaz russe. De mémoire, chiffre par là, mais je ne vais pas les chercher. De mémoire, c'est de l'ordre de 17%. L'Espagne. Voilà. Alors la France, c'est grâce à l'énergie nucléaire, quoi qu'on pense par ailleurs de l'énergie nucléaire. Et l'Espagne, c'est grâce aux énergies renouvelables. Ça me permet de poser un jalon pour plus tard aussi, d'ailleurs. Alors, on y reviendra aux énergies renouvelables, mais voilà, l'Espagne a fortement développé les énergies renouvelables depuis le début des années 2000, d'ailleurs, grâce à l'Union européenne, puisque la première directive européenne sur les énergies renouvelables date du 27 septembre 2001. Donc, tous les États ne sont pas tous égaux à UX, et le risque, c'est qu'ils soient un peu trop égaux ces États. Et donc, ça pose un problème de solidarité. Parce qu'effectivement, la France, l'Espagne sont relativement à l'aise pour voter des mesures de sanctions en matière d'énergie par rapport à la Russie, des mesures d'embargo, dont on parlait il y a quelques instants, par rapport aux énergies fossiles provenant de Russie. Mais c'est bien sûr moins le cas pour d'autres pays. Donc, ça pose la question de la solidarité. Ça pose la question de la solidarité. La France ne peut pas se contenter, l'Espagne, les deux pays qui me sont chers pour des raisons personnelles. Donc, l'Espagne, la France ne peuvent pas rester les bras croisés et dire à l'Allemagne, mais débrouillez-vous, vous êtes tributaire du gaz, débrouillez-vous pour ne plus être tributaire du gaz russe. Voilà, on vous met la pression pour que vous arrêtiez d'acheter du gaz russe, parce que ça permet de financer indirectement l'effort de guerre russe en Ukraine, mais débrouillez-vous. Non. L'Union européenne a été fondée sur la déclaration Schuman. La déclaration Schuman, c'est l'interdépendance et des solidarités de fait. Voilà, de mémoire. Voilà, donc, pour le coup, ici, on a une vraie véritable question de solidarité. Et ça tombe bien parce que la Cour de justice de l'Union européenne a érigé la solidarité énergétique en principe juridique, dans un arrêt assez récent, du 15 juillet 2021, dans une affaire Allemagne contre Pologne. D'ailleurs, c'est assez clair, d'ailleurs, rien que par le nom des requérants. Et dans cette affaire, il s'agissait d'un gazoduc qui venait de Russie. En même temps, je pense que le suspense était limité, qui contournait la Pologne pour approvisionner l'Allemagne. Vous savez que l'Allemagne donc, est largement tributaire du gaz russe, comme je vous l'indiquais il y a un instant. Et donc, en vertu de l'article 194, paragraphe 1er du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui a trait à la politique de l'énergie de l'Union européenne, eh bien, la Cour de justice a décrété que, eh bien, aussi bien la Commission européenne que
dans ses décisions à propos du marché intérieur de l'énergie que les autres États membres devaient tenir compte des difficultés d'approvisionnement des autres États. Donc, le principe de solidarité énergétique est fondé sur le principe de coopération loyale, qui est un vieux principe du droit de l'Union européenne. Et l'obligation de coopération loyale signifie très simplement que les États membres doivent agir de bonne foi pour réaliser les buts de l'Union européenne, qui sont entrés dans l'Union européenne. En sens inverse, l'Union européenne doit prêter son concours aux États membres, mais il y a aussi une dimension, donc ça c'est les dimensions verticales, ascendantes et descendantes, puis il y a une dimension aussi horizontale, c'est-à-dire que les États membres entre eux doivent faire preuve de coopération loyale. Alors, ça avait été prévu dans les textes par rapport aux catastrophes naturelles, aux actes terroristes, etc. Mais là, la Cour de justice donc approfondit cette dimension de solidarité en matière donc énergétique, en donc juridicisant l'interdépendance des États membres en matière énergétique, puisque l'idée, c'est de mutualiser les capacités de production d'énergie, mutualiser aussi les moyens de distribution de cette énergie, de mutualiser les infrastructures. Par exemple, aujourd'hui, on importe beaucoup de GNL, de gaz naturel liquéfié, donc, notamment des États-Unis, comme le relevait monsieur il y a quelques instants. Et tous les États ne disposent pas de terminaux qui sont en mesure donc de transformer le GNL en méthane classique sous sa forme gazeuse. Et donc, il y a nécessité de mutualiser les capacités de production, il y a nécessité de mutualiser les capacités de stockage du gaz. La Commission européenne a prévu des mesures pour l'hiver prochain pour qu'il y ait donc un fort taux de stockage du gaz dans les États membres. Et donc, cette solidarité, pour l'instant, elle est un petit peu en suspens, mais elle est inévitable à terme. Et elle est aussi inévitable, je parlais de l'Allemagne il y a un instant, mais on peut parler aussi de la Hongrie. La Hongrie, dont on a bien vu qu'elle avait reconduit son dirigeant précédent, M. Orban, pour ne pas le nommer. Et la Hongrie a déjà menacé d'opposer son veto à toute mesure d'embargo, parce qu'il y a une mesure d'embargo sur le charbon. Ça a été acté le 8 avril dernier. Mais la question se pose d'aller plus loin et de décréter un embargo sur les deux autres petites sœurs fossiles, c'est-à-dire le gaz et le pétrole. Voilà. Mais par rapport au gaz et au pétrole, et notamment par rapport au gaz, la Hongrie est beaucoup plus réticente parce que dans son bouquet énergétique, il y a une forte composante de gaz et notamment de gaz russe. Donc, indépendamment de ce qu'on pense de Viktor Orban, les faits sont têtus, c'est une question de structure de l'approvisionnement énergétique. Donc, obtenir l'accord de la Hongrie passe aussi par de la solidarité européenne. Si on veut un peu convaincre, avoir une chance de convaincre la Hongrie de voter des mesures supplémentaires, des sanctions supplémentaires en termes d'embargo, il va falloir faire preuve de solidarité à l'égard de la Hongrie et aider la Hongrie à être moins dépendante du gaz russe par d'autres solutions. Donc, ça pose des questions sur la cohésion et sur la solidarité entre les États membres. Alors, ce qu'on peut relever quand même comme premier jalon intéressant, c'est la création d'une plateforme commune d'achat du gaz. C'est-à-dire qu'on a copié-collé une solution qu'on avait dégagée par rapport à la pandémie, par rapport à l'achat des vaccins. Donc, l'Union européenne, la Commission européenne a mis en place une plateforme commune pour acheter du gaz, pour permettre aux États membres de l'Union européenne de bénéficier du poids commercial et économique de l'Union européenne pour négocier de meilleurs contrats. Vous doutez bien que ça sera plus facile si c'est l'Union européenne qui négocie un contrat par rapport aux fournisseurs de gaz, comme le Qatar, comme la Norvège, comme l'Algérie, dont on parlait il y a quelques instants, si c'est l'Union européenne qui est l'interlocuteur plutôt que la Hongrie, notamment par rapport aux conditions commerciales, parce que, évidemment, les capacités gazières ne sont pas extensibles à l'infini et que la demande étant très forte, ça fait monter les prix du gaz. Et donc, l'intérêt pour un pays comme la Hongrie, par exemple, notamment, mais pas seulement, c'est de bénéficier du poids de l'Union européenne pour négocier de meilleures conditions commerciales et permettre donc aussi aux Hongrois d'avoir accès à une énergie moins onéreuse. Alors, cette plateforme, elle repose sur le volontariat, c'est-à-dire qu'il n'y participe que les États qui le souhaitent. On aura l'occasion d'y revenir, mais voilà. On a en fait transposé tout simplement une solution qu'on avait dégagée pour l'achat des vaccins. Ce qui est intéressant, c'est que cette plateforme commune d'achat d'énergie, aujourd'hui, elle est utilisée pour le gaz, essentiellement, un peu pour l'hydrogène, mais elle pourrait être utilisée à terme pour les énergies renouvelables. C'est ça qui est intéressant.
elle pourrait être utilisée à terme pour les énergies renouvelables, notamment celles produites sur la rive sud de la Méditerranée. Par exemple, le Maroc est un fort producteur d'énergie photovoltaïque. Donc, ces mesures qui sont prises par rapport aux énergies fossiles, certaines d'entre elles pourraient être utilisées donc, pour les énergies renouvelables, ce qui permet donc de faire la transition avec le deuxième volet de mesures prises en matière d'énergie. Il y a les mesures, donc, comme je vous l'ai dit, à propos de la diversification des fournisseurs et du bon acheminement des énergies fossiles, mais il y a aussi donc le déploiement des énergies renouvelables. Et de ce point de vue-là, ça pourrait être un renforcement du Green Deal. Cette guerre faite par la Russie à l'Ukraine pourrait être l'occasion d'accélérer le déploiement des énergies renouvelables, puisque l'exemple espagnol le montre, hein, développer largement les énergies renouvelables permet d'être beaucoup moins tributaire des énergies fossiles. Et de ce point de vue-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a déjà des mécanismes de solidarité qui existent. On a déjà des mécanismes, on en a 3 qui existent, qui sont prévus par la directive de 2018, du 11 décembre 2018 sur la promotion, relative à la promotion des énergies renouvelables. C'était déjà prévu dans la version antérieure, dans la directive du 23 avril 2009. Il y a 3 mécanismes de coopération qui sont prévus pour que les États, sur la base là aussi du volontariat, produisent ensemble des énergies renouvelables à un moindre coût. Puisque bien évidemment, tous les États, là aussi, ne sont pas tous égaux à UX en matière d'atout climatique, en matière également de capacité budgétaire pour soutenir le développement des énergies renouvelables. Et donc, il serait bienvenu, il serait logique de mutualiser là aussi les capacités à la fois naturelles, les atouts naturels d'une part, et les capacités budgétaires d'autre part. Alors, ces 3 mécanismes, je passerai rapidement sur le premier, c'est le moins intéressant, c'est le transfert statistique, c'est-à-dire qu'un État qui produit davantage d'énergie renouvelable que ce qui a été fixé par la feuille de route de l'Union européenne peut allouer statistiquement à cet État, aller à un État qui, lui, est en retard, le surplus. Donc ça, pour le coup, ici, ça ne nous intéressera pas. En revanche, les 2 autres mécanismes sont intéressants parce que le deuxième mécanisme prévoit que des États membres de l'Union européenne peuvent ensemble cofinancer la création d'une installation de production d'énergie renouvelable. Donc, par exemple, la France et l'Espagne pourraient demain décider de cofinancer ensemble une ferme solaire en plein cœur de la Castille. Pas forcément d'ailleurs à parité 50-50, mais 60%, 40%. Et donc, pour utiliser les capacités qu'il y a, par exemple, dans le cœur de l'Espagne, de produire des énergies renouvelables. Donc ça, c'est une possibilité intéressante. Et la 3e possibilité qui serait également intéressante, celle-ci ne repose pas sur les atouts naturels, mais sur les capacités budgétaires, c'est la possibilité de mettre en place des régimes communs d'aide aux énergies renouvelables. Aujourd'hui, tous les États membres de l'Union européenne ont des régimes nationaux pour soutenir les énergies renouvelables. Là, l'idée, c'est qu'au lieu d'avoir 27 régimes, on aurait des régimes binationaux ou trinationaux. Si je conserve mon exemple franco-espagnol, on pourrait très bien imaginer que la France et l'Espagne mettent au pot, toutes deux, pour alimenter un régime qui s'appliquerait aussi bien aux acteurs des énergies renouvelables sur le sol ibère que sur le sol français. Donc, ces mécanismes n'avaient pas été utilisés avant la guerre en Ukraine, il faut bien le dire. Aujourd'hui, c'est en discussion. C'est en discussion. Pas plus loin, mais il y a des discussions. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est aussi tributaire de l'interconnexion entre les réseaux de distribution de l'énergie. C'est-à-dire que chaque État a conçu son réseau national, son réseau de distribution d'énergie de manière nationale, évidemment. Et progressivement, à travers l'action de la politique des réseaux transeuropéens, qui est une compétence de l'Union européenne depuis le traité de Maastricht, il y a eu la volonté de rendre les réseaux interopérables. Le terme est assez peu élégant, mais on comprend bien ce qu'il veut dire, c'est-à-dire que, par exemple, de l'énergie solaire produite en Espagne puisse circuler librement dans des tuyaux jusqu'en France, ce qui n'est pas vraiment le cas aujourd'hui. Voilà. Donc, il y a aussi ce problème-là. On a du retard, parce que, comme je vous le disais, la politique des réseaux transeuropéens, elle date du début des années 90, mais il est question aujourd'hui de l'accélérer pour permettre justement de transporter des énergies renouvelables d'un point à un autre de l'Union européenne. C'est un peu plus développé dans les pays scandinaves. Par exemple, aujourd'hui, entre la Norvège et la Suède. La Norvège n'est pas membre de l'Union européenne, mais elle est membre de l'espace économique européen et donc elle participe au marché intérieur de l'énergie. Donc, on a ces 3 mécanismes, dont 2 qui nous intéressent plus particulièrement par rapport à cette situation créée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février dernier, qui pourrait être utilement utilisée pour
à relativement court terme, développer de manière importante les énergies renouvelables. Même si, pour être tout à fait honnête intellectuellement quand même, ça posera d'autres problèmes. Parce que les énergies renouvelables, ça suppose de recourir à certains métaux comme le lithium, qu'on produit en Europe, mais qui posent d'autres problèmes environnementaux. En droit de l'environnement, quand on trouve une solution, on trouve généralement un problème derrière ou deux. C'est ce qui est bien avec le droit de l'environnement, hein, c'est toujours le mouvement perpétuel, déplacement de pollution. Mais, et une partie des métaux nécessaires pour le développement des énergies renouvelables sont aussi importés de Chine. Voilà. Donc il y a des mines en Europe. Au Portugal, il y a une grosse controverse aujourd'hui en ce moment parce qu'il y a une mine qui pourrait d'ailleurs créer de nombreux emplois, rapporter énormément au pays, à l'économie nationale, mais qui pose de gros problèmes environnementaux. Et on a des associations environnementales qui, pour le coup, y sont hostiles. Voilà. Donc, il y a aussi des enjeux en matière donc, de sécurité alimentaire, puisque la hausse des prix de l'énergie se répercute directement sur le prix des engrais. Et comme on utilise beaucoup d'engrais dans l'agriculture européenne, ça contribue au surenchérissement des denrées alimentaires. Donc, il y a un lien entre la crise énergétique et la crise alimentaire, outre le fait que, bien évidemment, il y a des problèmes d'approvisionnement qui risquent d'arriver, compte tenu du fait que la Russie et l'Ukraine sont d'importants producteurs de blé, notamment, dont dépendent certains pays européens et certains pays extra-européens. Donc là aussi, par rapport à la sécurité alimentaire et à la transition agroécologique, il y a la même ambivalence de l'Union européenne. On balance toujours entre le vert clair et le vert foncé, parce que d'une part, il y a des États et des syndicats agricoles qui, donc, invoquant la situation créée par l'invasion russe de l'Ukraine, expliquent qu'il faut réduire la voilure du Green Deal, c'est-à-dire qu'il faut déjà décaler la mise en œuvre de la PAC, qui devait être la nouvelle PAC qui a été verdie doit être mise en œuvre à partir de 2023. La Slovaquie, l'Italie notamment demandent à ce que ce soit décalé en 2024. Et tout ce qui est prévu en matière de réduction de l'usage des engrais et des pesticides devrait être décalé aussi à la demande de nombreux syndicats agricoles, comme la FNSEA en France. Je pense que pour ceux qui s'intéressent un peu à l'agriculture, ça ne vous surprendra pas de la part de la FNSEA. Bizarrement, la Confédération paysanne n'est pas du même avis, mais ça, c'est encore une autre histoire. Donc, alors, ça peut sembler une bonne idée, a priori, de prime abord. Si on veut produire plus, il faut se débarrasser des contraintes environnementales. Permettez-moi de le dire de manière un petit peu cavalière. Mais c'est peut-être une fausse bonne idée, dans la mesure où, en fait, les soucis liés à la production agricole, enfin, les soucis, les difficultés générées par l'accroissement de la production agricole ne relèvent pas tant des lois environnementales que de causes environnementales. C'est-à-dire qu'il est difficile aujourd'hui de produire beaucoup plus en Europe. Déjà parce que les terres disponibles ne sont pas si nombreuses que ça. Les terres en jachère sont des terres qui sont moins intéressantes sur le plan agricole, moins rentables. Les zones d'intérêt écologique, idem, quand bien même on les déclassifierait. On manque de terres arables. En outre, l'Europe est largement importatrice aujourd'hui de calories, notamment de soja, de tournesol pour alimenter ses élevages, pour produire donc de la viande. Et donc, l'Union européenne est largement tributaire de calories qui sont importées. Et cette dépendance qui recoupe la dépendance à des céréales qui sont importées, et notamment d'Ukraine et de Russie, elle pourrait être réduite par la stratégie de la ferme à la fourchette, qui est l'un des piliers du Green Deal, c'est-à-dire la transition vers un système agricole plus respectueux de l'environnement. Et ça passe notamment par une réduction de la consommation des produits animaux. Ça passe aussi par des élevages plus autonomes et plus économes, c'est-à-dire avec un recours à des légumineuses par rapport aussi à un recours davantage aux prairies. Donc, un autre modèle agricole. Voilà. Donc, on a ici une hésitation entre approfondir le système de l'agriculture industrielle ou promouvoir une agriculture plus paysanne, plus fermière, ce que préconise le Green Deal. Donc, pour en terminer avec mon propos, puisque je suis un peu long et je m'en excuse, l'Union européenne apparaît comme, pour paraphraser un grand Européen, même s'il était britannique,
l'Union européenne est le pire des instruments, à l'exception de tous les autres, pour promouvoir la transition énergétique et écologique et pour promouvoir la paix et non la guerre, puisque, comme je vous le rappelais il y a quelques instants, l'Union européenne avait reçu le prix Nobel de la paix en 2012, même si ça avait suscité quelques controverses. Et j'en terminerai là. Je vous remercie pour votre attention et je vous demande de m'excuser d'avoir été un peu long.